Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le jeudi 7 mai 2026 et notre cher ami, notre frère, Alex Kreiner, est avec nous. Bienvenue à nouveau, Alex. Merci de m'avoir invité, Nima. C'est un plaisir d'être à nouveau avec vous. Alex, il s'est passé pas mal de choses depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Donald Trump, il y a à peine 2 jours, a annoncé ce qu'il a appelé le projet Liberté dans le détroit d'Ormuz. Il voulait rouvrir le détroit d'Ormuz après ça. Tu te souviens de ce qui s'était passé avec les Européens? Il voulait que les Européens rouvrent le détroit d'Ormuz. Puis il a décidé de le faire tout seul, que les États-Unis le fassent seuls. Et le projet, au bout de 24 heures, il a déclaré qu'il était terminé, sans aucun résultat, aucune réussite pour cette opération, le projet Liberté. Ensuite, il a annoncé qu'Axios avait parlé d'un cadre de discussion mentionné par les Iraniens, ou que selon eux, c'était plutôt une liste de souhaits de l'administration Trump. Et voici ce que Marco Rubio a déclaré hier. And here is what Marco Rubio said yesterday. Comme il l'a dit, et les faits le confirment clairement, les États-Unis d'Amérique ont tous les atouts en main. Il n'existe aucun scénario dans lequel, s'ils décident d'entrer dans une logique d'escalade, ils auraient le dernier mot. Mais notre préférence, c'est que ces détroits soient rouverts comme ils doivent l'être, comme avant. Que tout le monde puisse les utiliser, qu'il n'y ait pas de mine dans l'eau et que personne n'ait à payer de péage. Et c'est vers ça qu'il faut revenir. Et c'est bien l'objectif ici, oui. De quelle carte parle-t-il exactement? Et comment vous comprenez ce qui se passe? Eh bien, je remettrais simplement en question votre affirmation selon laquelle il n'y a eu aucun résultat, alors que, de toute évidence, c'était une victoire éclatante pour l'administration Trump. Et c'est visiblement sur ça qu'ils s'appuient. Ils ont créé un problème, et maintenant, la victoire semble consister à défaire ce qu'ils ont eux-mêmes provoqué. Mais évidemment, vous savez, s'ils parlent des États-Unis qui auraient toutes les cartes en main, ils ne parlent pas d'une partie de poker. Ils parlent plutôt d'une partie d'Uno, où justement, celui qui garde toutes les cartes a perdu la partie. Franchement, je ne sais pas quoi dire, Nima. C'est un peu surréaliste, franchement, que l'administration, à la tête de la superpuissance mondiale, la principale puissance de la planète, avance comme ça, en improvisant, en inventant des récits qui l'arrangent sur le moment, puis en inventant un autre le lendemain, comme si le précédent n'avait jamais existé. Vous voyez, c'est presque comme dans 1984 de George Orwell, quand on dit on a toujours été en guerre contre l'Eurasie. Puis soudain, on a toujours été en guerre contre l'Estasie. Et c'est ce qu'on sert au public. Ils espèrent simplement que les gens vont avaler le récit à chaque fois. Et il y en a, oui, qui l'avalent à chaque fois. Mais je pense que de plus en plus, les gens n'y croient plus. Le soutien à l'administration fond, lentement, mais sûrement. Et malheureusement, tu sais, je le regrette vraiment, parce que je pense que Trump et son administration avaient un mandat populaire très fort pour changer les choses, pour opérer une correction de cap radicale dans la politique étrangère des États-Unis. Mais je crois qu'en attaquant l'Iran le 28 février, ils ont tout compromis. Trump, je ne sais pas s'il est encore capable de gagner les élections de mi-mandat. Ça n'en a pas l'air. Mais qui sait, d'ici novembre, les choses peuvent encore évoluer. En tout cas, il a pris des risques énormes, et pas seulement pour les élections de mi-mandat, mais pour toute sa présidence et son héritage politique. Et tout ça, vous savez, il n'y a pas si longtemps, le message qui venait de cette administration, c'était qu'on passait du système de libre-échange au système américain d'économie politique. Tous ces éléments semblaient réels, semblaient sincères,
Ils ont porté ce message au Forum économique mondial de Davos en janvier. Ils l'ont encore renforcé le mois suivant, à la conférence sur la sécurité de Munich. Et puis, 2 semaines plus tard, ils se retrouvent en guerre avec l'Iran. Pour moi, c'est incompréhensible. Et je pense, en ce moment, on est tellement hors cadre que je n'arrive même pas à imaginer où tout cela va nous mener dans les mois à venir. Mais pour l'instant, il me semble que Trump est dans une position très similaire à celle de Benjamin Netanyahu, où il doit élaborer sa politique en fonction de ses objectifs politiques, ce qui pourrait bien le faire passer d'un piège à l'autre. Je pense que si on prend un peu de recul et qu'on regarde ce qui se passe en Iran, le ministre iranien des Affaires étrangères est en Russie, il discute en ce moment avec Vladimir Poutine, il y est allé hier, on l'a vu aussi en Chine. Et d'une certaine manière, ces pays trouvent leur propre façon de gérer leurs relations avec les États-Unis. Ce n'est pas eux qui décident vraiment de cette situation, c'est Washington qui les pousse à réagir. C'est ça, la réalité de ce qui se passe au Moyen-Orient. En Ukraine, c'est pareil. Et je dirais qu'à terme, on verra la même chose à Taïwan. Mais Alex, si on regarde l'administration Trump, tu ne penses pas qu'ils avaient, disons, 2 négociateurs? Admettons ça. Aucun d'entre eux ne sert, vous savez, les États-Unis. Les 2 servent Benjamin Netanyahou et son gouvernement. En gros, les Iraniens les appellent des sionistes, ou, disons, des agents israéliens. Et c'est pour ça qu'ils ont demandé à J.D. Vance de participer aux discussions. Mais il y a un autre point. Il a ajouté quelqu'un d'autre à cette conversation, à ces 2-là, Steve Witkoff et Jared Kushner. La personne qui doit faire partie des négociations, si quelque chose se passe, est un ancien de l'armée israélienne. Comment est-ce possible? Franchement, je pense qu'il n'y a aucune chance de discussion entre l'Iran et les États-Unis. Regardez ce qui s'est passé hier. Donald Trump a dit « Nous sommes en train de négocier ». Donald Trump said we are negotiating. The framework was in Axios. Later on, we've seen Le cadre était en place. Plus tard, on a vu la nouvelle attaque à Beyrouth, dans la banlieue de Daïeh, une attaque d'assassinat. Il n'y a aucune base pour des discussions ou des négociations. Et la première ligne, ce sont ces 3 étapes du côté iranien. D'abord, mettre fin à la guerre de façon permanente sur tous les fronts, y compris entre Israël et le Liban. Sans le Liban, l'Iran ne fera aucun accord, je peux vous l'assurer. Ça n'arrivera pas. Et Israël n'est pas prêt à mettre fin à cette guerre. Je ne vois pas Donald Trump capable de les forcer à adopter une position quelconque. Comment voyez-vous la relation entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou? Je ne suis pas sûr, Nima. Honnêtement, je me demande vraiment qui, en fait, où se trouve le principe moteur dans toute cette équation? Qui fait bouger les choses? Parce que, encore une fois, dans cette nouvelle édition de la guerre contre l'Iran, on a vu que la pression pour agir venait de Benjamin Netanyahou et de tout le réseau sioniste aux États-Unis. Mais en 2019, la pression venait des Britanniques, à travers leur administration et leur ambassadeur. Sir Kim Darroch, c'était pendant l'été 2019. Donc le fait que la pression pour poursuivre le même agenda soit venue de 2 sources différentes me fait penser qu'il y a probablement un autre niveau de jeu de pouvoir au-dessus de Benjamin Netanyahou et au-dessus de Donald Trump. Et je pense que Trump ne voulait vraiment pas cette guerre. Vous savez, il y a peut-être 2 semaines, Tucker Carlson a fait un de ses monologues où il disait avoir parlé de ce sujet avec Donald Trump depuis des décennies et très souvent au cours des 10 dernières années. Et il expliquait que son impression très nette, c'était qu'ils étaient sur la même longueur d'onde, que Trump comprenait que c'était une idée désastreuse. Trump l'a d'ailleurs dit publiquement à plusieurs reprises. C'était une très mauvaise idée. Il ne fallait pas le faire. Et comment il en est finalement arrivé là? Honnêtement, j'ai beaucoup de mal à me l'expliquer.
demystified to myself. So it seems to me that what we're dealing with is Il me semble que ce dont on parle ici, encore une fois, c'est de ce conflit entre deux systèmes de gouvernance. Et j'ai l'impression que la situation s'aggrave très vite, parce que les centres de pouvoir occidentaux, qui se trouvent d'un côté de cette ligne de fracture, sont probablement en panique. Vous savez, on a eu récemment une grande bataille au Mali où un contingent d'environ 12 000 djihadistes a tenté de renverser le gouvernement malien. Très probablement, c'est la France qui a provoqué ce conflit. Heureusement, ils ont échoué grâce au soutien russe au gouvernement du Mali. Et au final, je crois qu'ils ont détruit environ 2000 de ces terroristes djihadistes. About 2,000 of these jihadi terrorists. We also see an escalation of conflict between. On voit aussi une montée des tensions entre les populations et leur gouvernement, aux États-Unis comme en Europe de l'Ouest. On voit que les Britanniques ont le mois dernier officialisé une nouvelle alliance militaire appelée la Force expéditionnaire conjointe, qui regroupe 10 marines d'Europe du Nord. Évidemment, cette force expéditionnaire conjointe est créée pour faire face à la Russie. Et ils disent qu'il faut ramener l'attention non plus sur le Moyen-Orient, mais de nouveau sur la Russie. Le quartier général de cette force expéditionnaire conjointe se trouve à Londres et le commandant en chef est un brigadier général britannique, Tom Bateman. On voit bien que dans les pays européens, les gouvernements sont tous sur une glace très fine. Il y a un risque réel de soulèvements sociaux. Je ne dirais pas forcément de renversement de gouvernement, mais comme en Roumanie, le peuple a provoqué la chute du gouvernement et il veut le retour de Colin Georgescu au pouvoir. Enfin, retour au pouvoir, il n'a jamais vraiment été au pouvoir puisque l'élection a été annulée par les tribunaux. Mais j'ai l'impression que tous ces conflits font partie d'une seule et même grande guerre. Et que l'autre camp, les centres de pouvoir occidentaux, sont tellement paniqués qu'ils n'en sont plus à choisir leur méthode. Ils en viennent au terrorisme pur et simple, au sabotage, à l'escalade des conflits déjà existants. Et maintenant, on voit une nouvelle tentative de créer une crise pandémique, une crise de santé publique, avec toute cette histoire d'épidémie de hantavirus. Si vous suivez l'actualité, ça a commencé il y a environ un mois. Mais maintenant, on nous dit « Oh non, c'est arrivé en Suisse, aux Pays-Bas, à Singapour, on ne sait pas qui porte le virus. Il faut lancer le traçage des contacts. » Peut-être qu'on va devoir remettre en place la distanciation sociale, les masques, les confinements, tout ça. Je pense qu'on est dans une phase où le monde entre très vite dans une sorte de tempête parfaite, avec des crises qui se rejoignent. Ce ne sont pas seulement des crises géopolitiques, ce sont aussi des crises internes du monde occidental. Et évidemment, ça crée des pressions politiques sur les gouvernements. Et puis, vous voyez ce qui se passe avec Starmer. Il est en pleine campagne électorale, les élections ont lieu dans quelques jours, ou peut-être même aujourd'hui. J'ai un doute, c'est peut-être aujourd'hui ou demain. Merz, Emmanuel Macron, ils sont tous extrêmement impopulaires. L'AfD en Allemagne monte dans les sondages. Tout semble tellement hors norme qu'il est très difficile de voir comment la situation va évoluer. Et puis, la semaine prochaine, Trump part en Chine. Je ne sais pas ce qui peut se passer là-bas, mais je soupçonne que les Chinois pourraient le pousser à reculer face à l'Iran. Parce qu'ils ont commencé à adopter une ligne beaucoup plus dure, ce qu'ils n'avaient jamais fait jusqu'à présent. Ils comprennent que ce conflit, cette guerre, leur est en réalité destinée et qu'ils doivent réagir. Ils ne peuvent plus simplement rester en retrait, publier des déclarations ambiguës et rester passifs. Et on voit bien qu'ils passent à l'action, qu'ils répondent désormais beaucoup plus fermement aux provocations américaines.
On a vu que le gouvernement chinois a dit aux raffineries du pays de ne pas se soucier des sanctions américaines sur le pétrole iranien et qu'elles pouvaient continuer, qu'elles avaient leur soutien. C'est la première fois, comme vous l'avez souligné, que la Chine bouge vraiment. Et on a vu les images du ministre iranien des Affaires étrangères et de son homologue chinois qui s'enlacent la façon dont ils se saluent. Ça me rappelle un peu Vladimir Poutine et Xi Jinping. Vous savez, quand Poutine est allé en Chine. Je pense que c'est une nouvelle ère pour les États-Unis. Ils ont poussé tous ces pays, surtout la Chine, la Russie et l'Iran, à se rapprocher. Ces pays savent que s'ils veulent survivre, ils doivent rester unis. À mon avis, aucun d'entre eux ne peut agir seul. C'est pour ça qu'ils se rassemblent tous. Et maintenant, comment voyez-vous leur manière de s'opposer aux États-Unis, tout en évitant d'être trop agressifs? Ils veulent montrer aux États-Unis comment ils réagiraient. Eh bien, je pense que la raison, c'est que la préférence, surtout du côté russe, c'est d'amener les États-Unis dans un monde multipolaire, parce qu'ils se rendent compte que les États-Unis ne sont pas un bloc monolithique. En ce moment, on a l'impression que les factions néoconservatrices et pro-sionistes ont pris le contrôle de la politique étrangère américaine. Mais il existe aussi, dans la sphère publique américaine, d'autres courants qui veulent s'entendre avec le reste du monde, commercer avec lui, vivre en paix, réduire les budgets militaires, réindustrialiser le pays, et ainsi de suite. Et ces courants-là sont aussi en conflit, d'une certaine manière, avec leurs anciens alliés en Europe. Alors, vous savez, s'ils résistent à la tentation de trop provoquer les États-Unis, ils peuvent laisser ces alliances s'affaiblir encore un peu et peut-être réussir à rallier les États-Unis, ce qui serait extrêmement important. Mais s'ils cherchent à les contrarier, ils risquent de les pousser à revenir vers leurs anciennes alliances. Et là, on se retrouve à nouveau avec le risque d'une guerre mondiale, entre l'Occident uni et la Russie, surtout. Vous savez, ce serait clairement la première cible. Et c'est pour ça que les Britanniques s'activent dans leur cercle diplomatique, de renseignement et militaire pour essayer d'y parvenir. Ils vont tout faire pour s'assurer que les États-Unis soient de la partie. Parce que si les États-Unis ne suivent pas, alors ils sont trop faibles pour affronter une Russie, une Chine et un Iran unis. Ils sont trop faibles pour affronter la Russie seule. Mais avec les États-Unis, tu vois, ils se disent sans doute qu'ils ont une chance. Pas forcément de gagner un conflit militaire, mais disons d'affaiblir la Russie, de la saigner jusqu'au point où ils pourraient provoquer un changement de régime. Et si jamais ils y parviennent, ils pourraient ensuite utiliser la Russie contre la Chine, exactement comme ils ont utilisé l'Ukraine contre la Russie. De cette façon, ils élimineraient deux grands obstacles dans leur quête de domination du continent eurasiatique. Et puis, l'Iran resterait isolé, un peu comme Cuba ou la Corée du Nord, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils réussissent aussi à renverser l'Iran. Et là, ils remporteraient le Grand Prix. Je pense que, pour ce qui concerne la Russie, la Chine et aussi l'Iran, il faut jouer cette partie avec beaucoup de patience sur le long terme. Parce qu'avec le temps, la structure interne des sociétés occidentales va s'effondrer. Elle est déjà en train de s'effondrer. On le voit, les obligations chutent, les taux d'intérêt montent, les prix des matières premières augmentent et l'inflation va suivre. Il pourrait même y avoir une crise alimentaire, qui aurait des conséquences importantes. Tout cela conduit à des bouleversements politiques. Et dans ces bouleversements, ces alliances risquent de se fragmenter. Les États-Unis pourraient alors trouver logique de faire des affaires honnêtes et équilibrées avec la Chine, la Russie et l'Iran, si c'est encore possible.
and Iran if that's still possible, because before the war started, Parce que vous savez, avant que la guerre ne commence, l'administration Trump discutait d'accords avec l'Iran. Et les Iraniens étaient plutôt ouverts à l'idée de voir des entreprises américaines venir en Iran, développer l'économie iranienne et participer à ce marché qui est immense, vraiment énorme, 92 millions d'habitants, et un pays qui est le 5e plus riche au monde en ressources naturelles. Donc, il y avait là un vrai potentiel de coopération. Je pense qu'on peut voir que les Russes ont été très, très discrets dans leur critique envers Trump. Les Chinois aussi. Ils ont tous pris des mesures pour répondre aux initiatives américaines, mais sans forcément mettre Trump dans l'embarras devant l'opinion publique mondiale. But Donald Trump doesn't miss any sort of opportunity to, to humiliate other countries, because he said each and every time you see he's moving against Iran, he's trying to humiliate Iranians. I don't know why is he doing this, and what is the outcome? What was the outcome so far for the United States? Because the latest report, it's coming to the Washington Post reporting on how devastating the Iranian attack was on American bases in the region. And I think as time goes by, the Trump administration would face tremendous sort of difficulties when it comes to the GCC countries. Look at what has happened in the aftermath or during this, the so-called Project Freedom. A single attack on UAE has reduced its capabilities with that 2 ports in Fujairah and Khor Fakkan, and it was reduced from 5 million. Et la production est passée de 5 millions de barils par jour à 500 000. Là, on parle, vous savez, des Émirats arabes unis qui ont décidé de se retirer. Ils ont quitté, en quelque sorte, l'OPEP+, l'OPEP, l'OPEP et le CCG, parce qu'ils voulaient vendre plus de pétrole. C'est ça la fragilité des pays du Golfe. Et je pense vraiment que les discussions entre ces pays deviennent de plus en plus sérieuses. On en arrive à se demander à quoi bon avoir une forme de partenariat avec les États-Unis, essentiellement à travers ses bases militaires. Je ne vois pas Donald Trump proposer la moindre solution à ça, pour le moment. Trump n'a pas de solution, c'est certain. Mais voyez-vous, la raison pour laquelle, à mon avis, l'autre camp avance prudemment, c'est que sur le long terme, ça joue en leur faveur. Trump ne restera pas au pouvoir très longtemps. Il lui reste 3 ans, un peu moins de 3 ans, et quelqu'un d'autre prendra la relève après lui. Donc, à long terme, il n'est pas si important que ça. Mais imaginez, par exemple, si les Iraniens coulaient maintenant un navire américain. Ce serait une humiliation publique énorme pour l'administration Trump. Des centaines, voire des milliers de marins au fond de la mer. Cela provoquerait une indignation générale aux États-Unis, peu importe qui a raison ou tort. Et la colère du peuple américain se tournerait sans doute contre l'Iran. Cependant, si on les laisse s'en tirer sans trop de dommages dans toute cette affaire, les conséquences se feront sentir sur l'économie américaine. On le voit déjà, les prix du pétrole augmentent, les prix des produits agricoles montent aussi, et les taux d'intérêt grimpent. La dette américaine, qui est absolument énorme, devient de plus en plus coûteuse pour le gouvernement. Parce que, si on regarde le marché boursier américain, on voit des hausses énormes, très inhabituelles, des cours des actions. Et ça, c'est le signe que la Réserve fédérale inonde le système de liquidité, de monnaie. La raison pour laquelle ils feraient ça, c'est que leur système financier est en panne. Et s'ils ne le faisaient pas, on verrait à nouveau une sorte de moment Lehman Brothers, une crise financière. Donc, les conséquences de cette guerre vont se faire sentir chez eux, dans leur économie, et ça va faire du mal au peuple américain. Et vous savez qui sera tenu pour responsable? Trump, mais aussi Israël et les sionistes. Alors, lors des prochaines élections, cet élément néoconservateur sioniste pourrait bien être écarté du système, et d'autres forces pourraient prendre leur place. Vous voyez,
ce sont des cycles historiques. take their place. I mean, these are historical cycles. No group, no faction can hold on to power forever. So, Aucun groupe, aucune faction ne peut garder le pouvoir pour toujours. Donc je pense que ce genre de, entre guillemets, changement de régime finira par profiter au monde multipolaire. À mon avis, si on évite de porter un coup vraiment, vraiment violent contre les États-Unis, en tuant des milliers de leurs soldats et soldates, alors on laisse simplement les conséquences se produire à l'intérieur du pays. Et ensuite, les gens en tiendront Trump et ses conseillers pour responsables. Et puis vous savez, les sionistes, Capo, Israël, Benjamin Netanyahou, et si les gens se mettent à réfléchir un peu, la City de Londres et les Britanniques. Et là, ces gens perdront encore plus de soutien politique qu'ils n'en perdent déjà. Et la colère du peuple américain ne se tournera pas contre les Iraniens, ni contre un ennemi extérieur, mais contre l'ennemi intérieur. L'ennemi intérieur, évidemment, préférerait que les gens se mettent en colère contre les Iraniens, les Russes, les Chinois, et ainsi de suite. Mais si on ne leur donne pas ça, si on ne leur offre pas ce prétexte, alors les conséquences devront être assumées chez nous. Et je pense que c'est justement la stratégie à long terme des Russes et des Chinois. Je pense aussi qu'ils discutent de ces stratégies ensemble avec les Iraniens. Les Iraniens, d'ailleurs, mènent leur propre combat avec beaucoup de retenue et de sens des responsabilités. Et je crois que c'est là la raison. Vous savez, quand Donald Trump est arrivé au pouvoir l'an dernier, Sergei Karaganov a dit que leur objectif, désormais, c'était d'aider les États-Unis à passer du statut d'hégémon mondial à celui de grande puissance normale, et de le faire avec le moins de perturbations possible. Et je pense qu'ils vont continuer à faire exactement ça. C'est pour ça, à mon avis, qu'on voit ces échanges entre Araghchi et Poutine, puis Poutine qui appelle Trump. Et là, toute la rhétorique guerrière de Trump s'effrite, se disperse un peu, et il dit bon, victoire obtenue, on peut boucler le projet Freedom, on a gagné. Il continuera sans doute à provoquer les Iraniens, mais probablement sans grand succès. Et quand Trump ira en Chine la semaine prochaine, je m'attends à ce qu'il entende le même discours de la part de Xi Jinping. Il devra sans doute réfléchir aux risques que comportent toutes ces manœuvres politiques agressives. The downside risk of any of these aggressive policy gambits. Alex, est-ce que tu penses que d'après ce qu'on a vu jusqu'ici, cette administration est en train de gâcher ses chances ou au contraire de se créer de nouvelles opportunités? Oh, je suis sûr qu'ils se sont créés quelques opportunités, mais au final, je dirais qu'ils ont détruit bien plus qu'ils n'ont construit. Et vous savez, cette erreur colossale d'attaquer l'Iran, à mon avis, leur a fait énormément de tort. Perdre le soutien populaire, c'est sans doute la pire chose qui puisse arriver quand on exerce le pouvoir politique. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. En plus de ça, ils ont aussi perdu beaucoup de crédibilité sur la scène internationale. En février, avant le 28, ils avaient 16 ou 17 bases militaires au Moyen-Orient. Aujourd'hui, 13 ou 14 d'entre elles ont été complètement détruites. Ils avaient des alliés dans la région. Aujourd'hui, tous leurs alliés ont été déstabilisés et il est possible qu'ils ne tiennent plus très longtemps. Je ne sais pas trop quoi en penser, Nima, parce que tu vois, Trump, pendant sa première administration, voulait se retirer du Moyen-Orient. Il voulait quitter la Syrie, l'Afghanistan, il voulait même retirer des troupes d'Allemagne. Eh bien maintenant, tout ça est en train de se produire, même si ce n'était pas vraiment son intention au départ. Mais c'est bien ce qui se passe. Je ne sais pas comment on en est arrivé là, mais c'est le cas. On verra bien quelles en seront les conséquences. Pour l'instant, on ne le sait pas. Je ne pense pas qu'on puisse le prévoir. On voit que les Européens créent de nouvelles alliances militaires. Ils s'entraînent.
Ils commencent à monter à bord de navires de guerre russes. Ils forcent la Russie à réagir. Ensuite, ils répondent à leur tour. Et là, ils disent « Oh, les Russes multiplient leurs incursions dans nos eaux territoriales ». Très clairement, les Britanniques essayent d'ouvrir un nouveau front contre la Russie parce qu'ils n'ont plus assez d'Ukrainiens, mais ils ne sont pas prêts pour ça. Alors, ils ont besoin de... Enfin, ils préparent la prochaine guerre pour 2029-2030. Est-ce qu'ils seront prêts d'ici là? Qui peut le dire? J'en doute un peu. Mais je pense que ceux qui tirent vraiment les ficelles du pouvoir, eux ne se soucient pas vraiment de gagner ou de perdre des guerres. À mon avis, ils ont deux objectifs. Ils veulent maintenir la Russie faible et, si possible, déstabilisée. Donc, ils doivent maintenir la Russie dans des guerres permanentes. Et puis, il y a aussi un aspect dont on parle beaucoup moins, mais qui, à mon avis, est très réel. Ils ont besoin d'éliminer une grande partie des hommes en âge de servir dans leur propre population. En gros, ce qu'ils ont fait à l'Ukraine, ils doivent le faire en Allemagne, en Pologne, en Grande-Bretagne, en France et ailleurs. Parce que les crises économiques qui vont découler de tout ça seront des crises du genre qu'on ne voit qu'une fois par siècle. Et si vous avez beaucoup d'hommes en âge de combattre, complètement exclus du système, et qui vous tiennent pour responsables de ce qui leur est arrivé, vous risquez bien d'avoir une révolution sur les bras. Vous pourriez bien avoir une guerre civile sur les bras. Et là, vous savez, les soi-disant élites, elles pourraient toutes finir sous la guillotine, ou quelque chose du genre. Donc oui, elles ont très très peur. Et je pense que c'est pour ça qu'elles intensifient de façon vraiment agressive leurs attaques contre leur propre population. Vous voyez, avec la censure, avec des sanctions qui privent complètement les individus de leurs droits, comme votre ami, le colonel Jacques Pau. Avec la planification de nouvelles pandémies, avec la mise en place de ces fameuses villes de 15 minutes, où tout le monde doit rester enfermé, regroupé dans une petite zone locale, plus facile à contrôler. Et puis, bien sûr, l'arrivée des identités électroniques, des monnaies numériques de banque centrale. C'est comme si la matrice se resserrait de plus en plus autour des gens. Ils rendent de plus en plus facile le fait de détruire des personnes, leur vie, leur famille et tout le reste. Et pendant qu'ils font ça, ils font venir des immigrés. Ils les intègrent dans les forces de police, encore et encore. Ça ne s'arrête jamais. Alors voilà, ce sont les deux grands objectifs qu'ils veulent atteindre. Est-ce qu'ils vont réussir? J'en mettrai pas ma main à couper, Nima, parce que on a vu qu'ils avaient déjà lancé plusieurs projets énormes ces dernières années. L'un d'eux, c'était la pandémie de 2019-2020. Et ça a échoué. Parce qu'on était censé vivre dans la nouvelle normalité pour toujours. Et ce n'est pas le cas. Then, Project Ukraine was meant to regime change Russia, collapse its economy, break Russia up into whatever, five entities or 27 entities, depending on who you ask. That failed. They were supposed to collapse Iran and take it over. That didn't work. And so I see that they have a lot of these very clever plans, but they're not really working out. And so I don't know if their World War III plan is going to work out to draw Russia into a big conflict between, combined West against Russia, like a World War III scenario on European continent. I don't know if that's going to succeed. I don't know if they're going to be able to take control of Iran. I don't know if they'll be able to subdue China either. Je ne sais pas s'ils arriveront à soumettre la Chine non plus. J'en doute, parce qu'ils sont de plus en plus faibles avec le temps. Et je pense qu'ils sont aussi de plus en plus paniqués. Du coup, ils prennent des décisions avant d'être prêts, et ça leur explose au visage. Comme la situation récente au Mali.
Ils ont voulu changer le régime là-bas, et ça a échoué aussi. Ce n'était peut-être pas un si grand projet, mais ils ont désespérément besoin de garanties. Ils ont besoin de reprendre leurs anciennes colonies, de piller leurs richesses pour renflouer leurs réserves, leurs caisses, leur capacité à créer du crédit. Et ça ne marche tout simplement pas. C'est trop difficile, Alex, pour moi, de séparer les États-Unis d'aujourd'hui, tels qu'on les voit en 2026, de l'Empire britannique. Je pense que les États-Unis sont une réincarnation de l'Empire britannique. Parce que, à bien des égards, regardez le comportement des bases américaines aujourd'hui. Quand, depuis 4-20 ans, par exemple, on a des troupes en Allemagne, et que Donald Trump parle de les retirer, quel est le résultat? Quelle est la vraie raison d'avoir une base en Allemagne depuis 80 ans? Ce n'est pas un pays souverain en Europe. Si vous avez une forme de souveraineté, vous n'avez pas besoin de base américaine. Qui va vous attaquer? Qui va vous attaquer? Et pourquoi une nation ne serait-elle pas capable de se défendre seule et aurait besoin que les États-Unis maintiennent une base sur son sol? Tout cela tourne autour de la souveraineté, y compris pour les pays du Golfe. Parce que je les vois tous suivre le même type d'agenda. C'est la continuité du colonialisme. C'est clairement une continuation du colonialisme, Nima. Et tu sais, quand tu as une base militaire américaine sur ton territoire, tu n'es pas un pays souverain. Point final. On a vu les Britanniques essayer très activement de reprendre le contrôle de leurs anciennes colonies. Et dans certains cas, ils ont réussi, surtout en Afrique. Et puis, je pense qu'au fond, la raison pour laquelle l'administration Trump est en guerre au Moyen-Orient remonte à la Grande-Bretagne. Ce n'est pas évident, ce n'est pas transparent, mais les Britanniques ont pour objectif de retrouver leur propre hégémonie à l'est de Suez. C'est leur agenda depuis, je dirais, 2015-2016. Et comment tout ça fonctionne exactement, je ne saurais pas te dire, Nima. Mais je sais que, par exemple, pendant la première guerre du Golfe, en 1990, quand les États-Unis sont allés attaquer l'Irak, l'influence décisive sur George Bush père est venue de Margaret Thatcher. Parce qu'au départ, la position officielle de leur gouvernement, c'était que le conflit entre l'Irak et le Koweït ne nous concernait pas, que c'était leur affaire. Et puis Margaret Thatcher s'est rendue aux États-Unis, elle a passé 4 jours avec George H.W. Bush. Et à la fin de ces 4 jours passés ensemble, la position américaine a complètement changé. Et ensuite, ils sont partis en guerre contre l'Irak. Comment le Royaume-Uni a-t-il pu exercer une telle influence sur les États-Unis? Je ne sais pas trop comment répondre exactement à cette question, mais je sais que les deux nations sont sous l'emprise de leurs oligarchies bancaires. Et ces oligarchies bancaires, ce sont les deux faces d'une même pièce. Wall Street et la City de Londres, elles travaillent main dans la main. Et c'est pareil pour les banquiers français à Paris, les banquiers allemands à Francfort, les banquiers suédois à Stockholm, et ainsi de suite. Le Canada, bien sûr oui, le Canada, qui n'est qu'une sorte de filiale du cartel bancaire britannique. Ils travaillent tous ensemble, au fond, mais pas forcément d'une manière légale. Pas de façon qu'on puisse ouvrir les livres, vérifier, auditer et comprendre ce qui se passe. Tout ça se fait, en gros, à la manière d'une mafia. Et une bonne partie de ce qu'ils font est carrément illégal. Mais bon, au final, ça leur est égal. Ils pillent ce qu'ils peuvent, là où ils le peuvent. Et une grande partie de ce qu'ils font, ce sont tout simplement des activités illégales. Vous savez, les cartels de la drogue au Mexique et au Canada ne pourraient pas fonctionner sans les services de blanchiment d'argent fournis par les banques. Et puis partout en Europe, on a des groupes criminels organisés, comme ces réseaux pakistanais et bangladais,
impliqués dans l'exploitation sexuelle, le trafic de personnes, la traite d'enfants, le trafic de drogue illégale. Tout ça rappelle énormément les guerres de l'opium du XIXe siècle qui ont complètement fait tomber la Chine. Et je pense que ces moyens et ces méthodes sont encore utilisés aujourd'hui. Ensuite, ils exercent un contrôle décisif sur les agences de renseignement comme le MI6, le Mossad, la CIA, les services allemands, les services français, et ainsi de suite. German intelligence, French intelligence, and so forth. So I think that ultimately these are the structures. Je pense qu'au fond, ce sont ces structures de pouvoir, illégitimes, illégales, mais pourtant décisives, qui déterminent réellement la conduite de la politique étrangère des grandes puissances. Vous savez, quand John F. Kennedy a voulu démanteler la CIA, il a été assassiné. Et on ne nous a jamais dit clairement qui l'avait assassiné. Aucune de ces enquêtes n'est allée jusqu'au bout. Aucune n'a donné de réponse définitive. Mais il est évident qu'ils agissent de cette façon. Donc, j'en déduis que les mêmes personnes qui ont pu assassiner des présidents américains sans jamais être tenues pour responsables, encore moins punies, n'ont fait que renforcer leur emprise sur le pouvoir. Elles n'ont pas été écartées. Au contraire, elles ont consolidé leur contrôle et elles sont probablement devenues encore plus puissantes. La façon dont ils exercent le pouvoir est sans doute plus subtile et plus sophistiquée qu'il y a 60 ans. Donc je pense que toute analyse de ce qui se passe aujourd'hui doit en tenir compte. Et bien sûr, c'est très difficile parce qu'on sait très peu de choses. On n'en sait pas assez. Mais Jeffrey Epstein faisait partie de tout ça. Et pour une raison ou une autre, on n'a pas le droit de savoir. Ghislaine Maxwell a été condamnée pour trafic d'enfants, mais pas un seul de ses clients n'a eu à rendre de compte. Voilà où on en est. C'est là que se trouve le véritable ennemi. Ce sont eux qui nous poussent dans ces guerres sans fin. Et je pense qu'il faudra peut-être une révolution pour vraiment aller au fond de cette histoire. Mais même, vous savez, les révolutions sont toujours très vulnérables à l'infiltration et à la manipulation. Regardez la Révolution française, par exemple. Les Français pensent encore que c'était une victoire du peuple contre la noblesse décadente. Mais en réalité, la révolution a été orchestrée depuis Londres. Et ce qui est incroyable, c'est que les énormes dettes dont l'État français était accablé, des dettes contractées par la noblesse, eh bien, les gouvernements révolutionnaires les ont honorées, alors qu'ils étaient en position parfaite pour dire « Non, on ne paiera pas, ce n'est pas notre dette. Au revoir, vous avez prêté à la noblesse, tant pis pour vous, on repart de zéro. » Non, ils ont choisi d'honorer la dette envers les banquiers. Alors, quelle conclusion en tirer? Alex, pour les deux conflits, en Ukraine et au Moyen-Orient, avec la question du détroit d'Ormuz, on connaît bien les difficultés pour les Européens. Pour l'Ukraine, on a vu ce qui s'est passé ces 4 dernières années. Je pense que d'une certaine façon, les Européens doivent grandir. Ils doivent apprendre à résoudre ce genre de problème par le dialogue. Est-ce que ça se passe en Europe, sans les États-Unis? Ils doivent trouver une solution par eux-mêmes, sans que personne d'autre n'intervienne. Est-ce que vous voyez ça se produire en Europe? Eh bien, on dirait que ça se produit dans certains pays, surtout en Europe de l'Est. Vous savez, les Européens de l'Est ont cet avantage d'avoir connu la vie à la fois sous les démocraties libérales occidentales et sous les dictatures communistes. Du coup, c'est plus difficile de les endoctriner ou de leur vendre n'importe quoi. On le voit dans des pays comme la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie, la Bulgarie et dans une certaine mesure aussi la Croatie et la Pologne. Les gens y ont leur propre point de vue et ils n'avalent pas le récit qu'on leur sert. En revanche, en Europe de l'Ouest, en Allemagne de l'Ouest, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne,
J'ai l'impression que les gens sont davantage conditionnés par le système. More brainwashed by the system, and it seems to me that they're also more frightened. Et j'ai l'impression qu'ils ont aussi plus peur de leur propre système. Parce que vous savez, en Allemagne, quand les gens vous parlent de sujets un peu sensibles, ils chuchotent. Vraiment, ils baissent la voix, comme si on était à l'époque de la Stasi, en Allemagne de l'Est. Ils chuchotent, ou alors ils préfèrent ne rien dire du tout. Ils ont une peur réelle. En France, je ne peux pas vraiment dire, parce que j'ai peu de contact avec des Français. Mais disons que la réaction potentielle me semble plutôt liée à l'armée, aux gendarmes, cette sorte de police semi-militaire, et peut-être à des structures comme les pompiers, les agriculteurs. Mais pour le grand public, les gens ordinaires dans la rue, je n'arrive pas à savoir s'ils comprennent vraiment ce qu'on leur fait et par qui. Ils sont perdus, pas forcément endoctrinés, mais ils avalent les histoires qu'on leur raconte, que ce sont les Russes, les musulmans, et ainsi de suite. Bon, les musulmans, oui, un peu. Mais j'ai l'impression que la réaction pourrait venir des gens liés aux structures du système. Et ça veut dire que toute réaction pourrait en fait se transformer en guerre civile plutôt qu'en révolution. C'est pareil pour la Grande-Bretagne. Mais bon, on verra bien avec le temps. En Grande-Bretagne, ils essayent d'arrêter tous ceux qui disent quoi que ce soit sur quoi que ce soit. Ils essayent d'enfermer les gens dans des villes de 15 minutes. Et ils accélèrent vraiment cette politique. Ils ont là-bas quelque chose de complètement fou qui sera évidemment appliqué partout, ce qu'ils appellent le programme zéro absolu. Ils envoient déjà des lettres aux agriculteurs pour leur dire qu'ils doivent réduire leurs troupeaux. Vous savez, les animaux de viande rouge, comme les moutons, les bovins, les chèvres, d'ici 2030, et qu'ils doivent prévoir de les éliminer complètement d'ici 2050. C'est exactement ce qui, je crois, avait été annoncé en 2007, ou peut-être 2008, 2009, quelque chose comme ça. Il y avait un document rédigé par 7 grandes universités britanniques, et le titre de ce document, les gens peuvent le vérifier, s'appelait Absolute Zero. Et il disait très clairement, nous voulons supprimer complètement la consommation de viande rouge d'ici 2050. Ils veulent aussi mettre fin totalement au voyage en avion d'ici 2050. Et maintenant, on voit bien qu'ils profitent de cette crise énergétique pour commencer à agir. Les compagnies aériennes font faillite, elles réduisent leurs lignes. Et je pense que la prochaine étape, ce sera la fermeture des aéroports. Oui. Je ne vois pas comment ils pourraient réduire l'envie des gens de manger de la viande rouge. Non, ils peuvent. Mais tu sais, ils essayent d'autres options. La viande cultivée en laboratoire, les insectes, ouais, je ne sais pas si ça va marcher. Ce que je peux te dire, c'est que dans certains endroits, ça ne marchera pas du tout. Parce que si tu demandes par exemple aux Italiens de manger de la viande de laboratoire ou des insectes, tu auras une révolution dès demain. Au Royaume-Uni, je ne sais pas. Ici au B, c'est pareil. Oui, mais c'est justement ça, une partie du problème. Ces plans, ces programmes élaborés dans des think tanks, dans des tours d'ivoire, sont complètement déconnectés de la réalité. Donc forcément, ça ne peut pas marcher. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils veulent vraiment se débarrasser d'une grande partie de la population. Vous voyez, comme dans les dossiers Epstein, où on voit des discussions du genre « Comment on fait pour se débarrasser des pauvres ?» C'est ça le fond du problème. Ils ont peur des pauvres. Ils les ont rendus pauvres d'abord. Ils les ont appauvris et maintenant ils se disent « Ah, ces pauvres risquent de ne pas être très contents de nous. » Alors comment on s'en débarrasse? Mais oui, ils prévoient vraiment de le faire. Une façon, c'est la guerre.
Une autre, ce sont les pandémies et les traitements qu'ils proposent. Il y a aussi la possibilité de provoquer des conflits entre différents groupes, peut-être entre des immigrés musulmans et les populations locales. Qui sait? Il y a toutes sortes de moyens qui peuvent essayer. Mais on verra bien. Vous savez, je pense que les réseaux sociaux et Internet ont complètement changé la manière dont les gens interagissent et la façon dont la société fonctionne. Et je crois que les gens sont aujourd'hui bien plus malins qu'ils ne l'étaient au début de la Première Guerre mondiale, de la Seconde, ou même, vous savez, pendant la Corée, le Vietnam et tout ça. Donc je ne pense pas qu'on puisse vraiment prévoir comment les choses vont évoluer, ni où tout cela va nous mener. Alex, before wrapping up, do you think that with the new escalations, Alex, avant que je commence, we know that tu penses qu'avec les nouvelles escalades, drones in on the sait que zone des Ukrainiens fabriquent des drones chez eux pour attaquer la Russie. Et ça, c'est la nouveauté. Tu te souviens, on en parlait déjà au Royaume-Uni. L'idée, c'était que s'ils n'ont pas assez d'hommes, eh bien, produisons plus de drones pour attaquer la Russie. Parce qu'il n'en faut pas tant que ça. Tu vois, même un gamin peut s'asseoir là et piloter un drone qui attaque la Russie. Et toi, avec l'escalade actuelle, tu penses que la Russie va finir par prendre Odessa? Parce que pour moi, Odessa, ce serait le point final. Ils n'ont pas besoin d'aller jusqu'à Kiev. S'ils prennent Odessa, c'est la fin pour l'Ukraine. I want to say yes, Nima. But Je voudrais dire oui, Nima. Mais je pense que, tu sais, si tu prends le contrôle du gouvernement central à Kiev, alors tu n'as pas vraiment besoin de prendre Odessa par la force. Parce que tu sais, en temps de guerre, ce que tu veux toujours, c'est contrôler l'administration d'une société. Soit tu veux la contrôler pour toi, soit tu veux la retirer à tes ennemis. Et une façon de faire ça, c'est que l'armée, avec des armes, entre dans les bâtiments officiels, les nettoie et les remplisse avec des gens loyaux à ton camp. Mais tu peux obtenir exactement le même résultat si tu prends le contrôle du gouvernement central, puis que tu épures les gouvernements et les administrations locales à travers ce pouvoir central. À Odessa, je pense qu'il y a de fortes chances qu'un mouvement de résistance se forme et prenne de l'ampleur. On voit déjà que les habitants d'Odessa s'organisent de plus en plus pour résister à ces groupes qui enlèvent des gens dans la rue pour les envoyer sur le front. Et je ne serais pas surpris qu'ils reçoivent une certaine aide des Russes pour les organiser, les encourager, leur fournir du renseignement et ainsi de suite. Donc, il y a aussi la possibilité que le gouvernement local d'Odessa, l'administration sur place, finisse par être renversé de l'intérieur. Alors, vous savez, le faire par la voie militaire, par la conquête, c'est sans doute la manière la plus difficile et la plus coûteuse de s'y prendre. C'est pour ça que les Russes ne veulent probablement pas le faire de cette façon. Ou du moins, vous voyez Poutine, et disons, une partie de l'opinion publique russe aimerait peut-être le voir ainsi. Mais le gouvernement de Vladimir Poutine, lui, veut sans doute éviter ça, parce qu'il existe une autre manière de le faire. Elle demande simplement plus de temps, et surtout beaucoup plus de patience. Mais quand vous avez parlé des drones, ça fait partie de cet accord de 100 ans que Keir Starmer a signé à Kiev avec Zelensky. Je crois que c'était en janvier 2025, juste avant que Donald Trump n'entre à la Maison-Blanche. Et une partie du document de ce partenariat de 100 ans entre l'Ukraine et le Royaume-Uni portait justement sur le développement conjoint des technologies de drones pour continuer à mener la guerre contre la Russie. Et pour ça, je pense qu'il faut le port, parce qu'il faut pouvoir acheminer les pièces, les drones, les ordinateurs, tout ce dont ils ont besoin. Il faut donc contrôler les points d'entrée, au minimum les aéroports, mais de préférence le port, parce qu'on peut vouloir y faire passer des missiles, des munitions et toutes sortes d'autres matériels et technologies.
Donc oui, le port est absolument indispensable. Et c'est pour ça qu'Odessa sera extrêmement importante. Et les Russes voudront à coup sûr prendre le contrôle d'Odessa. Je n'oserais simplement pas prédire comment ils vont s'y prendre exactement. Wouldn't dare predict how exactly they're going to go about it. Thank you so Merci much, beaucoup, Alex, d'être avec nous aujourd'hui. Toujours un plaisir, Nima. Thank you for the Merci pour l'invitation et à la prochaine. À très bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous. Salut. Okay, bye.